Bonsoir. C'est Esther Grèce sur Douce Histoire. Je suis heureuse de vous retrouver pour le premier soir d'une nouvelle saga. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez le calme vous gagner. Ce soir, nous partons sur une île au large de la Bretagne. Un homme y revient pour un été dans la vieille maison de son grand-père. Il croit venir y chercher le silence. Il y trouvera bien autre chose. Avant de commencer, respirez avec moi. Inspirez doucement. Puis relâchez tout, lentement. Encore une fois, inspirez la douceur et laissez partir le poids du jour. Votre présence, vos likes et vos abonnements font vivre ces histoires, soir après soir. Bonne écoute et que votre nuit soit paisible. Entre sel et lumière, épisode 1. Le bateau quitta le port de Quiberon un peu avant midi. Stéphane se tenait à l'arrière, accoudé au bastingage, et il regardait la côte s'éloigner lentement. Le vent sentait le sel et le goémon. Les mouettes suivaient le sillage en criant, et la mer, ce jour-là, était d'un bleu profond, piquetée de 1000 éclats de lumière. Devant lui, encore lointaine, une longue silhouette sombre se devinait à l'horizon. L'île. Belle île en mer. Celle où il n'avait plus mis les pieds depuis bientôt 20 ans. Il avait quitté Paris la veille, presque sur un coup de tête. Sa vie, ces derniers mois, avait pris l'allure d'une eau dormante, un travail qui ne le passionnait plus. Un appartement trop grand depuis qu'il vivait seul, et cette fatigue sourde, sans nom, qui le suivait partout comme une ombre attachée à ses pas. Puis était arrivée la lettre du notaire. Son grand-père, le vieux Tanguy, était mort à la fin de l'hiver, dans la maison où il avait toujours vécu, et il lui laissait cette maison. La petite maison de gardien de phare, tout là-haut, près du grand phare de Goulfard. Stéphane n'avait pas réfléchi longtemps. Il avait posé des vacances, fermé son appartement et pris la route de l'Ouest. Il se disait qu'il allait passer l'été à remettre la maison en état. La vider, la nettoyer, décider quoi en faire. La vendre, sans doute. Car que ferait-il, lui, le Parisien, d'une vieille maison sur une île du bout du monde? Mais au fond de lui, il sentait bien que ce n'était pas que cela, qu'il venait aussi fuir quelque chose, ou peut-être se retrouver. Il ne savait pas encore très bien. Il y avait eu Camille aussi. 5 années de vie commune qui s'étaient défaites sans bruit,
comme un nœud qui se dénoue tout seul. Pas de dispute, pas de drame. Juste deux personnes qui s'étaient lentement éloignées jusqu'à ne plus se reconnaître. Elle était partie au printemps. Et depuis, l'appartement résonnait d'un silence qui n'était plus le bon silence. Stéphane n'en souffrait pas vraiment. C'était pire que cela, peut-être. Il ne souffrait de rien. Il flottait, simplement, dans une existence devenue tiède, sans joie ni peine. Et il était venu sur cette île, sans se l'avouer, pour voir s'il pouvait encore ressentir quelque chose. La traversée dura 3/4 d'heure. Peu à peu, l'île grandit devant lui. On distinguait maintenant les falaises, hautes et découpées, battues par l'écume blanche. Puis la citadelle, massive, qui veillait sur l'entrée du port. Et enfin, les maisons de le palais, serrées les unes contre les autres, avec leurs façades claires et leurs volets de toutes les couleurs. Le bateau ralentit, manœuvra et vint se ranger doucement le long du quai. Les amarres furent lancées, la passerelle posée. Et Stéphane, son sac sur l'épaule, posa le pied sur l'île de son enfance. Tout lui revint d'un coup. L'odeur, d'abord. Cette odeur si particulière des ports bretons, mélange de sel, de mazout, de poisson et d'algues séchées. Puis les bruits, les cordages qui claquaient contre les mâts, les cris des goélands, le moteur d'un chalutier qui rentrait. Et la lumière surtout, cette lumière d'île, si vive, si pure, qui semblait laver toute chose et leur donner des contours plus nets. Stéphane resta un moment immobile sur le quai, son sac à la main, à respirer tout cela. Et il sentit, sans bien savoir pourquoi, que quelque chose en lui, déjà, commençait à se desserrer. Il avait loué une vieille voiture qui l'attendait près de la gare maritime. Il chargea son sac et prit la petite route qui s'enfonçait dans l'île. La route montait et descendait, serpentait entre les murets de pierres sèches. De part et d'autre s'étendait la lande, rase et dorée, piquée d'ajoncs jaunes et de bruyères. Au loin, on apercevait la mer, partout, à chaque tournant, d'un bleu qui changeait sans cesse. Stéphane roulait lentement, les fenêtres ouvertes, et le vent tiède entrait dans l'habitacle. Il avait l'impression de remonter le temps, de retrouver, à chaque virage, un petit garçon qu'il avait été et qu'il croyait perdu. Il croisa peu de monde sur la route. Un cycliste, penché sur son guidon, qui luttait contre le vent. Un troupeau de moutons derrière un muret de pierre.
une vieille chapelle blottie au creux d'un vallon. L'île défilait, douce et sauvage à la fois, avec ses champs et ses landes, ses hameaux aux noms étranges, Kervilaouen, Bordilla, Borflox. Des noms qui chantaient le breton et que Stéphane, enfant, répétait pour le plaisir. À mesure qu'il avançait, il sentait la ville le quitter. Paris, le travail, les soucis, tout cela s'effaçait, kilomètre après kilomètre, comme un dessin qu'on gomme. Il ne restait que l'île, le vent et cette lumière du bout du monde. La maison se trouvait à l'autre bout de l'île, du côté de Kervilaouen, tout près du grand phare. Stéphane l'a reconnue de loin. Une petite maison basse, en pierre, aux volets bleus délavés par les embruns. Elle se tenait là, seule, face à l'immensité de l'océan, avec, juste derrière elle, la haute tour blanche du phare qui montait vers le ciel. Il se gara, coupa le moteur, et dans le silence soudain, il n'entendit plus que le vent et le grondement lointain des vagues au pied des falaises. Il poussa la barrière, traversa le petit jardin envahi d'herbes folles et s'arrêta devant la porte. La clé était grosse et lourde, une vraie clé d'autrefois. Elle tourna dans la serrure avec un grincement. Et la porte s'ouvrit sur l'odeur du passé. Une odeur de poussière, de cendres froides, de vieux bois et de tabac. L'odeur de son grand-père. Stéphane resta sur le seuil, le cœur serré, incapable d'avancer. Rien n'avait changé. Le vieux fauteuil près de la cheminée, la table de bois usée où ils avaient joué tant de parties de cartes, les filets de pêche pendus au mur, et partout des objets de marins, des coquillages, des galets, une maquette de bateau, une longue vue de cuivre. Il ouvrit lentement les volets, un à un, et la lumière entra à flot dans la maison. Elle réveilla les couleurs, fit danser la poussière et chassa un peu de la mélancolie des lieux. Par la fenêtre de la cuisine, on voyait la mer, immense, jusqu'à l'horizon. Stéphane comprit alors ce que son grand-père avait toujours dit, qu'on ne s'ennuyait jamais, ici, tant qu'on avait la mer pour compagnie. Car la mer change sans cesse. Elle n'est jamais deux fois la même. Dans une armoire, il retrouva les vêtements de Tanguy. Son vieux ciré jaune, sa casquette de marin, ses gros pulls de laine. Il y porta la main et l'odeur du vieil homme s'en échappa si présente qu'il crut un instant qu'il allait le voir entrer. Mais la maison était vide.
Et le silence, seulement troublé par le vent, lui rappelait à chaque instant que le vieux Tanguy ne reviendrait plus. Sur le manteau de la cheminée, une photographie jaunie. Tanguy, jeune, en uniforme de gardien, debout au pied de son phare. Stéphane s'avança, prit la photographie, la regarda longuement. Et il lui sembla, l'espace d'un instant, entendre la voix de son grand-père, rauque et chaleureuse, lui dire « Alors petit mon Stéphane, te revoilà ». Il passa l'après-midi à parcourir la maison, à ouvrir les volets un à un pour laisser entrer la lumière, à épousseter, à ranger, à retrouver les choses de son enfance. Dans une malle, il découvrit de vieux carnets, les cahiers de quart de son grand-père. Page après page, Tanguy y avait noté, pendant 40 ans, l'état du ciel et de la mer. Le vent, la houle, la visibilité, les bateaux passés au large. Et parfois, entre deux relevés, une petite phrase, comme pour lui-même. Belle nuit. La mer était d'huile. J'ai pensé à elle. Stéphane referma le carnet, troublé. Il connaissait si peu, au fond, la vie de cet homme. Ce grand-père qu'il n'avait vu, enfant, que quelques étés. Et qu'il avait ensuite, emporté par sa vie de ville, peu à peu délaissé. Il s'en voulait, maintenant, de n'être pas venu plus souvent, de n'avoir pas su, tant qu'il était temps, écouter ces histoires de mer et de phare. Mais il était trop tard, et tout ce qui lui restait de Tanguy, c'était cette maison, ces carnets et cette odeur de tabac qui flottait encore dans l'air. Il s'assit un moment dans le vieux fauteuil de son grand-père, près de la cheminée éteinte. Et les souvenirs remontèrent doucement, comme la marée remonte une plage. Il revoyait les étés de son enfance. Sa mère le déposait sur l'île au début de juillet et venait le rechercher fin août. 2 mois entiers, chaque année, seul avec le vieux Tanguy. Il se rappelait les matins quand son grand-père le réveillait avant le jour pour aller relever les casiers. Le froid piquant de l'aube, le café au lait brûlant, la mer encore grise. Il se rappelait les leçons de nœuds marins, ses petits doigts maladroits sur le gros cordage. Et il se rappelait, surtout, la première fois que Tanguy l'avait emmené en haut du phare. Ils avaient monté l'escalier en colimaçon, des marches et des marches, jusqu'à en avoir le vertige. Et là, haut, tout en haut, derrière la grande lanterne de verre, le monde s'était ouvert d'un coup. L'île entière à leurs pieds. La mer à perte de vue.
et son grand-père, la main posée sur son épaule, qui lui avait dit ces mots que Stéphane n'avait jamais oubliés. Tu vois, petit, un phare, ça ne sert pas à éclairer la mer. La mer, on s'en moque, elle est noire. Un phare, ça sert à dire aux marins perdus qu'il y a une terre, quelque part, que quelqu'un les attend, que la maison n'est pas loin. Stéphane, dans le fauteuil, sourit à ce souvenir. Il avait passé sa vie d'adulte à oublier ces étés-là, à courir après autre chose dans le bruit des villes. Et voilà qu'ils lui revenaient tous, intacts, dans cette maison qui sentait son enfance. Vers le soir, il s'aperçut qu'il n'avait rien à manger. La maison était vide de tout. Il décida de descendre au port le plus proche pour acheter de quoi tenir quelques jours. Ce n'était pas le palais, cette fois, mais Sauzon, de l'autre côté, le plus joli port de l'île. Il reprit la voiture et redescendit par la lande dans la lumière dorée de la fin du jour. Sauzon apparut au détour de la route et Stéphane en eut le souffle coupé. Le petit port s'étirait le long d'une ria, une longue entaille d'eau calme qui pénétrait dans les terres. Et tout autour, les maisons de pêcheurs s'alignaient, peintes de couleurs vives. Rose, bleu, jaune, vert d'eau. Elles se reflétaient dans le miroir du port, à l'heure où la marée était haute, et l'ensemble avait quelque chose de presque irréel, de douceur. Des barques se balançaient mollement. Quelques promeneurs flânaient sur le quai. Et la lumière du couchant dorait les façades une à une. Stéphane gara la voiture et descendit à pied vers le port. Il cherchait une épicerie, mais ce fut une autre enseigne qui l'arrêta. Une petite vitrine au coin du quai où l'on voyait des livres et, derrière, quelques tables. Une librairie qui était aussi un café. Au-dessus de la porte, une enseigne de bois peinte à la main annonçait simplement la marée des mots. Stéphane sourit malgré lui. Et, sans trop savoir pourquoi, il poussa la porte. Une clochette tinta. À l'intérieur, il faisait chaud et doux. Des étagères de livres montaient jusqu'au plafond. Une odeur de café et de papier flottait dans l'air. Et près de la fenêtre, à contre-jour, dans la lumière du soir, une jeune femme rangeait des ouvrages sur une étagère. Elle se retourna en entendant la clochette. « Bonsoir », dit-elle, avec un sourire tranquille. Et Stéphane, un instant, ne sut quoi répondre. Elle avait un visage doux, des cheveux châtains noués sans façon et des yeux clairs,
où passait une lumière paisible. Rien d'éclatant, mais quelque chose de profond, de posé, qui m'était aussitôt à l'aise. Bonsoir, finit par dire Stéphane. Je cherchais une épicerie et je suis tombée sur des livres. La jeune femme rit doucement. C'est un peu le piège de la maison, dit-elle. On entre pour autre chose et on repart avec un roman. Elle s'appelait Soline. Elle tenait cette librairie depuis 8 ans dans cette maison qui avait été celle de ses parents. Elle servit à Stéphane un café qu'il n'avait pas demandé, mais qu'il accepta avec plaisir. Et ils parlèrent de l'île, des livres, de la maison du grand-père, qu'elle connaissait bien sûr, comme tout le monde connaissait tout le monde, ici. Vous êtes le petit-fils de Tanguy, dit-elle. Le gardien du phare. C'était un homme bien. Tout le monde l'aimait, sur l'île. Et Stéphane sentit, à ces mots, une chaleur lui monter au cœur. Elle lui parla de Tanguy. Il venait souvent à la librairie, dit-elle. Pas pour les livres, lui qui n'en lisait guère, mais pour bavarder, pour le café. Il s'asseyait toujours à la même place, près de la fenêtre, et il regardait passer les bateaux. Soline désigna une petite table dans le coin. Là, dit-elle doucement. C'était sa place. Stéphane regarda la table vide et il imagina son grand-père assis là, dans la lumière du port. Et il lui sembla que l'île tout entière gardait, mieux que lui, la mémoire du vieil homme. Ils parlèrent longtemps. Soline avait cette façon rare de poser une question, puis de se taire et d'écouter vraiment la réponse. Elle ne remplissait pas les silences. Elle les laissait être paisiblement. Et dans ces silences-là, Stéphane se sentait étrangement compris. Il lui parla de Paris, un peu, de sa vie d'avant, de cette fatigue qui l'avait poussé jusqu'ici. Il ne savait pas pourquoi il se confiait ainsi à une inconnue. Mais Soline n'était pas tout à fait une inconnue. Il y avait, en elle, quelque chose de familier, de rassurant, comme un port où l'on rentre. Elle aussi se confia, à demi-mot. Elle était née sur l'île et n'en était presque jamais partie. Ses parents tenaient cette librairie avant elle. Ils étaient morts, tous les deux, à quelques années d'intervalle. Et elle avait repris la maison, les livres, le café, par fidélité plus que par choix. Parfois, dit-elle, en regardant les bateaux qui partaient, je me demande ce que serait ma vie si j'étais partie, moi aussi. Puis elle sourit, sans tristesse. Mais j'aime cette île. On peut aimer un lieu
comme on aime quelqu'un. Le temps passa sans qu'il s'en aperçût. Dehors, la nuit tombait doucement sur le port. Les lumières des maisons s'allumaient une à une et se reflétaient dans l'eau noire. Soline parlait avec une douceur qui apaisait Stéphane comme le ressac apaise. Elle écoutait aussi, vraiment, comme peu de gens savent écouter. Et lui, qui était venu chercher le silence, se surprenait à parler, à se confier à cette inconnue qui n'en était déjà plus tout à fait une. Il finit par se lever, à regret. Il fallait qu'il achète de quoi manger avant que tout ne ferme. Soline lui indiqua l'épicerie au bout du quai. Et, comme il prenait congé, elle lui dit de sa voix tranquille, « Revenez quand vous voulez. La maison est ouverte à tous, surtout aux petits-fils de gardiens de phare. » Stéphane sourit, la remercia et sortit dans la fraîcheur du soir, le cœur étrangement léger. Il marcha un moment le long du quai, sans se presser. La nuit était presque tombée et les lumières du port traçaient des reflets tremblants sur l'eau. Il repensait à Soline, à son sourire tranquille, à sa façon d'écouter, à ce calme qu'elle dégageait. Il y avait des années, lui semblait-il, qu'il ne s'était pas senti aussi paisible en compagnie de quelqu'un, comme si, auprès d'elle, il n'avait rien à prouver, rien à cacher, rien à craindre. Il se promit de revenir à la librairie. Et il se dit, en souriant tout seul, que cette île commençait décidément à lui faire du bien. Il marchait vers l'épicerie, perdu dans ses pensées, quand cela arriva. Au bout du quai, une jeune femme déchargeait des casiers d'un petit bateau. Des casiers d'huîtres, lourds et ruisselants. Elle en souleva un, trop vite, trop fort, et le casier lui échappa des mains. Il s'écrasa sur le quai, juste devant Stéphane, l'éclaboussant d'eau de mer, de la tête aux pieds. Il y eut un silence. Stéphane, trempé, regardait la jeune femme. Et la jeune femme, une main sur la bouche, le regardait aussi. Puis, elle éclata de rire. Un rire franc, sonore, qui résonna sur tout le port. « Oh, je suis désolée, dit-elle, sans paraître désolée le moins du monde. Vraiment. Mais il faut avouer que vous étiez parfaitement placée. » Elle était tout le contraire de Soline. Brune, le teint hâlé, les cheveux en bataille échappés d'un foulard. Des yeux sombres et vifs, pleins d'une malice insolente. Elle portait un ciré ouvert, des bottes
et elle se tenait là, les mains sur les hanches, riant de bon cœur du tour que le sort venait de lui jouer. Stéphane, malgré lui, se mit à rire aussi, car il n'y avait rien d'autre à faire. Et parce que ce rire de fille libre, était contagieux. Elle s'appelait Maëlle. Elle élevait des huîtres dans un petit parc de l'autre côté de la ria. Elle attrapa une serviette dans son bateau, la lança à Stéphane et l'aida à s'éponger tout en continuant de rire. Pour me faire pardonner, dit-elle, je vous dois une 12aine d'huîtres, les meilleures de l'île, et même les meilleures du monde, mais je ne voudrais pas me vanter. Elle parlait vite, riait fort, bougeait sans cesse. Tout en elle respirait la vie, le grand air, le large. Et Stéphane, planté là, trempé et souriant, se sentait emporté, comme un fétu dans le vent. Il apprit qu'elle aussi connaissait son grand-père. Tout le monde, décidément, connaissait Tanguy. Le vieux Tanguy, dit-elle, son visage s'adoucissant soudain. Il venait acheter mes huîtres tous les vendredis. Il s'asseyait sur le quai, il les ouvrait là, face à la mer, et il me racontait ses histoires de tempête. Elle me manque, sa vieille tête. Et l'espace d'un instant, sous la fille rieuse et insolente, Stéphane entrevit autre chose. Une tendresse cachée, une profondeur que tout ce tumulte recouvrait. Elle lui proposa de l'aider à finir de décharger. Et Stéphane, déjà trempé, accepta en riant. Il souleva les casiers avec elle, maladroitement d'abord, puis mieux, guidé par ses indications joyeuses. Maëlle ne tenait pas en place. Elle parlait des huîtres comme d'autres parlent d'amour. Elle lui montra comment on les reconnaît, comment on les trie, comment on devine, au toucher, celle qui sera pleine et iodée. Tout cela, elle l'avait appris seule, à force de marées et d'années. Elle lui raconta son parc de l'autre côté de la ria. Ses journées commençaient avant l'aube, les pieds dans l'eau froide, la solitude des grandes marées, quand la mer se retire si loin qu'on dirait qu'elle ne reviendra pas. C'est dur, dit-elle, mais je ne pourrais pas vivre autrement. Enfermée, jamais. J'ai besoin du large, moi. Puis, soudain, son visage changea. Elle regarda la mer, au loin, par-delà l'entrée de la ria. Et elle dit, plus bas, comme pour elle-même, un jour, je partirai. Je prendrai un bateau et j'irai voir le monde. Il y a tant de mers ailleurs. Stéphane la regarda
surpris, car il y avait, dans cette envie de fuite, un écho à la sienne. Et il devina que cette fille libre, sous ses rires et son grand air, rêvait, elle aussi, d'un ailleurs qu'elle ne trouvait pas. Ils parlèrent un moment, là, sur le quai, dans la nuit qui tombait. Puis, Maëlle dut repartir, ranger son bateau, finir sa journée. Elle serra la main de Stéphane d'une poigne ferme et franche. À bientôt, le Parisien, dit-elle. Et n'oubliez pas mes huîtres. Passez au parc quand vous voulez, de l'autre côté de l'eau. Vous ne pouvez pas le manquer. Puis elle sauta dans son bateau, lança le moteur et s'éloigna sur la riasse sombre en chantant à pleine voix. Stéphane resta seul sur le quai. Trempé, un peu hébété et souriant sans savoir pourquoi. En l'espace d'une soirée, il avait rencontré deux femmes que tout opposait, l'une douce comme la lumière d'un soir, l'autre vive comme le sel et le vent. Et il ne savait pas encore, en cet instant, que ces deux-là, Soline et Maëlle, étaient depuis toujours les meilleurs amis du monde. Il l'apprit le lendemain. Il était redescendu à Sauzon sous prétexte d'acheter du pain, mais en vérité, il le savait bien, pour repasser par la librairie. Et en arrivant sur le quai, il les vit toutes les deux. Soline et Maëlle, assises au bord de l'eau, côte à côte, qui riaient ensemble, en partageant un café. Elles formaient un tableau charmant. La calme et la vive, la lumière et le sel, si différentes et pourtant si évidemment unies par cette complicité que seules ont les amitiés de toujours. En l'apercevant, elles l'appelèrent. Maëlle, la première, de sa voix claironnante. « Tiens, voilà mon naufragé, lança-t-elle. Soline sourit. « Alors c'est vous, dit-elle, la victime des huîtres. Maëlle m'a tout raconté. » Et Stéphane comprit à cet instant que les deux femmes se connaissaient et qu'elles étaient liées. On l'invita à s'asseoir. On lui offrit un café. Et il passa là un long moment, au soleil, au bord de l'eau, entre ses deux amis, qui le taquinaient et le faisaient rire. Elles étaient amies depuis l'enfance, lui expliquèrent-elles. Depuis l'école du village, elles avaient grandi ensemble sur l'île, partagé tous leurs secrets, tous leurs chagrins, tous leurs étés. Soline était restée, avait repris la librairie de ses parents. Maëlle était partie un temps,
avait roulé sa bosse, puis était revenu à ses huîtres et à son île. Et malgré leurs chemins différents, malgré tout ce qui les séparait, elles étaient restées les inséparables. On les appelait ainsi sur l'île, les inséparables. On ne disait jamais l'une sans l'autre. Ce qui frappait, en les regardant, c'était combien elles se complétaient. Là où Maëlle s'emportait, Soline apaisait. Là où Soline doutait, Maëlle entraînait. L'une était la mer, mouvante et imprévisible. L'autre était le rivage, sûr et accueillant. Et entre elles passait, sans cesse, ce courant de mots et de regards que tissent les longues amitiés. Elles se coupaient la parole, finissaient les phrases l'une de l'autre, riaient à des souvenirs dont elles seules avaient la clé. Stéphane, entre elles deux, se sentait comme un voyageur, accueilli au coin d'un feu. Il ne comprenait pas tout, mais on lui faisait une place. Et cela, après ces mois de solitude, avait la douceur d'un cadeau. Maëlle raconta l'épisode des huîtres en exagérant tout. À l'entendre, Stéphane avait été emporté par une vague, roulé sur le quai, à demi noyé. Soline riait en protégeant ses yeux du soleil. « Il faut la pardonner », dit-elle à Stéphane. Maëlle exagère toujours. C'est sa façon d'aimer la vie. Elle la trouve trop petite, alors elle la rend plus grande. Et Maëlle, pour toute réponse, lui jeta un quartier de pain qu'elles se mirent à se disputer en riant. Stéphane les regardait et il se disait qu'il aurait pu rester là des heures, dans la lumière du matin, à les écouter vivre. À un moment, Soline lui demanda ce qu'il comptait faire de la maison du phare. Stéphane hésita. La vendre, sans doute, dit-il. Je ne suis pas d'ici, moi. Je ne saurais pas quoi en faire. Il y eut un petit silence. Maëlle le regarda avec quelque chose de moins rieur dans les yeux. C'est dommage, dit-elle simplement. Les maisons, ici, elles ont une âme, et celle de Tanguy plus que les autres. Soline ne dit rien, mais elle regarda Stéphane d'un regard doux et grave, comme si elle pressentait, déjà, que l'île ne le laisserait pas repartir aussi facilement qu'il le croyait. Stéphane les écoutait et il les regardait. Il y avait quelque chose de beau dans cette amitié-là, quelque chose de rare. Et il se sentait bien entre ces deux femmes comme il ne s'était pas senti bien depuis longtemps. Le soleil brillait, la mer scintillait dans la ria, et Stéphane se dit que cet été, peut-être,
ne ressemblerait à aucun autre. Il ne croyait pas si bien penser. Ce soir-là, il remonta tard à la maison du phare. La nuit était claire et douce. Il s'assit sur le pas de la porte, face à l'océan immense, et il regarda le grand phare s'allumer. Le faisceau se mit à tourner, lent et régulier, balayant la mer et la lande, revenant sans cesse. Une lumière qui partait et qui revenait, qui s'éloignait vers le large et qui revenait toujours vers la terre. Stéphane resta longtemps à la regarder. Il pensait à son grand-père qui avait veillé sur cette lumière. Pendant 40 ans, il pensait à Soline, à sa douceur paisible. Et il pensait à Maëlle, à son rire et à son sel. Deux femmes si différentes. Avec Soline, il avait éprouvé une sorte de calme, comme lorsqu'on rentre enfin chez soi, après un long voyage. Une paix. Auprès d'elle, le temps ralentissait et le monde paraissait moins lourd. Avec Maëlle, c'était tout autre chose. Une exaltation, un courant d'air vif, une envie soudaine de vivre plus fort. Elle réveillait en lui quelque chose d'endormi depuis longtemps. L'une l'apaisait, l'autre l'éveillait, et il ne savait pas de laquelle des deux sensations il avait le plus besoin. Mais il ne se posait pas encore la question, pas vraiment. Il n'y avait là, ce soir, que le plaisir tout neuf d'avoir rencontré des gens, de s'être senti vivant. Le reste viendrait plus tard. Les troubles, les choix, les peines. Pour l'instant, il y avait seulement la nuit, la mer et cette grande lumière tournant qui veillait sur lui comme elle avait veillé sur tant de marins. Il ne savait pas encore ce que l'été lui réservait. Il ne savait pas qu'il allait, lui le solitaire, se trouver pris au cœur d'un sentiment plus grand que lui. Pour l'heure, il était simplement bien. Bien comme on l'est au début d'une belle histoire, quand tout est encore possible et que rien n'a encore fait mal. Le phare tournait. La mer respirait dans le noir. Et Stéphane, enfin apaisé, rentra se coucher dans la maison de Tanguy, bercé par le bruit des vagues. Fin de l'épisode 1. Qui de Soline ou de Maëlle occupera les pensées de Stéphane? Et que devient un homme quand son cœur, sans le vouloir, se met à pencher de deux côtés à la fois? Demain soir, l'été commence vraiment, et avec lui, les premiers troubles du cœur. Si cette nouvelle histoire vous plaît,
Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Retrouvons-nous demain soir à la même heure pour l'épisode 2 sur Patreon. Dormez bien, mes chers auditeurs. Que la nuit vous soit douce et qu'elle vous berce comme la mer berce les bateaux au port. Bonne nuit et à demain.